Voilà, bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés pour ces webinaires sur la norme ISO ISO 1650. Donc, moi, je m'appelle Annalisa De Maestri. Je travaille en BIM depuis maintenant une bonne dizaine d'années. J'ai pu expérimenter les BIM sur des sujets différents et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est très important et qu'on attendait, c'est celui de la normalisation, puisque autour de nous, le BIM a bien évolué ces dernières années et il était temps qu'on puisse un peu tous parler le même langage dans ces sujets aussi passionnants. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui les concepts clés qu'on retrouve dans la norme, l'intégration de la norme dans le panorama BIM actuel, comment ça se comporte, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, et quelques recommandations sur comment on peut l'appliquer, quand et comment cela va se dérouler. Et n'oubliez pas que pendant le webinaire, vous pourrez poser des questions. On va essayer d'y répondre dans cette demi-heure qu'on aura ensemble, puisqu'on restera ensemble jusqu'à midi. Au cas où vous n'aurez pas le temps et on n'aurait pas le temps de répondre à toutes vos questions ici, vous pourrez quand même les poser et après on vous répondra soit via les questionnaires, soit par mail. Et comme ça, vous pourrez voilà, vous exprimer et vous inquiétez pas. Si des questions vous viennent plus tard, vous pourrez les poser plus tard aussi. Donc, on va voir les concepts clés. Alors, la norme aujourd'hui est là deux parties. Une partie qui est plutôt consacrée à tout ce qui concerne le lexique et une deuxième partie, la partie 2, qui est consacrée à la conception et mise en œuvre avec l'application du coup par la réalisation des actifs. Qu'est-ce qui vient faire ces normes aujourd'hui dans ces panoramas On avait des normes qui étaient un peu difficiles d'application puisque c'était des normes anglaises qui aujourd'hui commencent à dater. 2013 pour l'une et bien avant pour l'autre, c'est les PAS et les BS 1192, 2 et 3. Et ces normes anglaises, on avait un gros souci, c'est qu'elles sont en anglais, inapplicables du coup dans les contextes français. Donc on avait besoin de quelque chose pour pouvoir travailler en BIM de façon commune et cohérente. Et voilà l'apparition de ces normes, aujourd'hui approuvées également par le CEN. Et dans ces normes, du coup, dans la première partie, comme je vous disais, la partie 1 traite du lexique, ce qui signifie que on va traiter de sujets qui nous permettent d'avoir vraiment un langage commun. Et dans la deuxième partie, par contre, on traite des sujets qui vont nous permettre d'avoir une méthode commune. Ce qui ne signifie pas que cette norme, pour l'instant, va répondre à toutes les interrogations qu'on a sur le BIM, mais le but principal de tout ça, c'est déjà de simplifier et aussi de pouvoir un peu tous parler le même langage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé à ça? Alors, imaginons que, voilà, à peu près en Europe, le BIM, il se développe depuis 10 ans. On l'a vu évoluer sur des très grands projets. Puis, au fur et à mesure, les BIM s'est développé jusqu'à se démocratiser aux plus petits projets. Donc, aujourd'hui, vous avez des grands majeurs du bâtiment à l'architecte tout seul dans son coin qui peuvent et qui arrivent à faire du BIM. Dans ces panoramas, toutes ces personnes se sont fait aider ou ont développé leur propre pratique, leur propre façon de faire en BIM, puisque pour pas mal d'années, ça a été très expérimental, bien que, on le sait aujourd'hui, ces méthodes en partie nous sont dérivées du monde de l'industrie. Et dans tous ces panoramas, on s'est retrouvé avec quoi? On s'est retrouvé à avoir un BIM qui était un peu comme si on jouait tous sur la Coupe du Monde du foot, mais chacun avec ses propres règles. C'est quasiment impossible à jouer. Donc, si personne peut jouer avec les mêmes règles, ça veut dire que personne ne se comprend. Et aujourd'hui, même si on est sur des tout petits projets et on a l'impression que ce qui se passe dans les autres pays ne nous impacte pas, quand vous regardez la façon qu'on a de construire, les besoins qu'on a, les matériaux, les prix, on se rend vite compte qu'on peut récupérer, même pour des petits projets, du matériel qui vient d'un autre pays européen. Et on se retrouve à devoir construire chez nous en France et à demander en plus pour cette construction du BIM. Oui, mais si dans l'autre pays, on a par exemple produit un objet BIM qu'on doit intégrer dans notre maquette 3D, puisque c'est cet objet qu'on a choisi pour notre construction, comment on fait si on ne parle pas tous la même langue? On s'est retrouvé donc à avoir des pratiques et des nommages, des nomenclatures, des façons de s'exprimer tellement différentes qu'on n'arrivait vraiment pas à s'y comprendre. Les terminologies hétéroclites faisaient aussi qu'on s'est retrouvé sur pas mal de projets
que ce soit en France ou que ce soit dans la communauté européenne ou voire dans le monde, puisque dans les ISO, on a aussi la participation à des pays comme le Japon, et ben on s'est retrouvé à ne pas se comprendre. La plupart des projets démarrant en BIM, mais c'est encore le cas aujourd'hui, sont des projets sur lesquels il faut d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train de dire, sur quoi on est en train de parler. Typiquement, j'ai en tête, il y a toujours un débat sur les projets qui démarrent entre qu'est-ce que c'est la convention BIM, qu'est-ce que c'est le protocole BIM, qui est quelle partie dans le projet, et tout ça, ça n'a qu'une seule conséquence, c'est que ça nous empêche de démarrer le projet, mais on s'épère dans des terminologies sans aller jusqu'au bout du démarrage de notre projet en BIM. Et on le sait tous, perte du temps, perte d'argent, et surtout on commence petit à petit à avoir des agrégations, des congrégations dans les projets, des personnes qui parlent le même langage, qui ne vont pas parler avec les autres parce qu'on ne se comprend pas. C'est tout simple, c'est très bête, mais du coup ça ralentit la mise en place du BIM correct. Et du coup, sur les premiers projets, à la place de trouver un avantage, on trouve que ça a été compliqué, qu'on ne s'est pas compris, qu'on n'a pas avancé. Et donc, dans ce cadre-là, les ISO sont arrivés. Hein, on le rappelle qu'ils font partie du coup de tout système du Vienna Green, c'est-à-dire que aujourd'hui, ces ISO sont normalisés pour l'Europe et que du coup, après, à chaque pays de faire toutes les applications et spécifications qui seront nécessaires. Ces normes ISO ne viennent pas faire un cadre contractuel européen. Ces normes sont là pour nous aider à créer dans notre cadre de travail français quelque chose qui peut être contractualisé, puisque avant on ne l'avait pas, puisqu'on ne pouvait pas appliquer les PAS anglaises en anglais dans nos contrats, c'est très difficile. Si on le faisait, il fallait faire des traductions, il fallait faire des documents spécifiques. Donc ça peut nous aider tout ça à nettoyer donc notre travail aussi du point de vue contractuel et à commencer à avoir une base sur laquelle faire évoluer la contractualisation de chaque pays. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce travail de normes a été un grand travail aussi des négociations, parce qu'il a fallu quand même arriver à des compromis, puisque tous les pays ne parlent pas contractuellement le même langage. Donc, il a fallu bien faire attention également à comment est-ce qu'on appelle les différentes parties dans les normes. Juste un exemple, dans la norme sur la partie 1, vous trouvez par exemple la définition de parties désignées et de parties désignantes, justement pour pouvoir avoir la bonne définition à appliquer dans la norme et pour éviter que ça fasse des doublons et des fausses interprétations contractuelles avec deux directions complètement différentes, une donnée par la norme et une donnée par le contrat. Donc la norme a fait attention à ça. Tous ceux qui ont travaillé sur ça ont dû vraiment nettoyer ce type de sujets pour éviter de tomber dans ces pièges. Il y aura après ces normes des étapes suivantes qu'on attend, la 3 et la 5, sur tout ce qui est gestion, maintenance, sécurité, environnement numérique. Donc l'évolution, les pas suivants à ces premiers deux chapitres qui mettent vraiment les bases de ce qu'il nous faut pour bien travailler en commun dans un environnement en BIM. Bien sûr, ça ne résoudra pas tous les problèmes et surtout, il ne faut pas oublier que ces normes ne sont pas là pour effacer tout le travail qui a été fait ces dernières années avec des spécialistes ou en interne des différentes entreprises au bureau d'études. Bien au contraire, ces normes en fait sont une évolution de toutes les pratiques qu'on a pu constater, qui ont été mis en commun pour trouver ce qui était la meilleure direction pour faire en sorte que l'application soit la plus facile, démocratique et correcte pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait si on a déjà en interne une procédure BIM qui est démarrée? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle parce qu'il y a ces normes ISO? Et si on n'a jamais rien fait, est-ce que les normes suffisent? À ces réponses, déjà, point de départ, c'est analysons en interne ce qu'on a, la façon dans laquelle on a construit nos projets, faisons les pour et les contre de tout ce qui a marché, et voyons également tout ce qui a été un point de faiblesse qui nous a manqué pour atteindre les buts. Je vois très souvent dans les projets les personnes dire on ne s'est pas compris, on n'avait pas la même méthodologie de travail, on n'arrivait pas à enchaîner les étapes de travail de la même façon. Et bien par exemple, dans la partie 2 de la norme, on identifie ça. On identifie la façon dans laquelle on travaille ensemble. Alors ça ne donne pas des réponses à tout, mais ça peut commencer à nettoyer et surtout ça peut commencer à donner un cadre qui dans l'industrie du bâtiment est moins courant. Dans d'autres industries, travailler sur des process, sur des procédures, c'est acquis. Le monde du bâtiment fait avec les BIM son entrée dans cette façon de travailler en commun. Et voilà, ces normes sont un pas, au fait, pour aider ces travails, sans détruire tout ce qui a été fait en amont, mais bien au contraire, pour pouvoir vraiment aider à le faire évoluer.
Il faut également identifier tout ce qui était point de blocage pour voir de quelle façon ces normes peuvent aider à résoudre les problèmes, et notamment si on prend juste la première partie sur les lexiques, comme je vous disais, il y a beaucoup de projets sur lesquels, dès le démarrage, on ne s'entend pas, parce qu'on n'a pas le même langage, alors on parle peut-être de la même chose, mais on ne se comprend pas du tout. Et rien que sur ça, ces points de blocage, ben, ça peut être quelque chose qui trouve solution et qui trouve une réponse dans la norme et qui nous permet du coup d'uniformiser toutes les terminologies du projet autour du BIM. Il y a aussi une partie qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier et qui aujourd'hui est également un autre point de blocage. Dans le panorama du BIM, autour de nous, on voit différents niveaux de compréhension, d'intégration, de formation et d'information au BIM. C'est quelque chose qui a évolué très rapidement. On se retrouve aujourd'hui à avoir des projets qui ne sont même pas encore démarrés en BIM en phase de conception. On en parle déjà de ce qu'on fera de ces maquettes en phase de réalisation. Et du coup, vous imaginez, on se retrouve dans un panorama dans lequel on peut avoir dans le même projet, dans le même contexte contractuel, des personnes qui aujourd'hui, à l'instant T, vont avec les méthodologies d'aujourd'hui travailler en BIM pour donner une maquette dans 3, 4, 5 ans à quelqu'un d'autre qui va l'exploiter. Comment est-ce qu'on fait ces filons? Est-ce qu'on doit l'interrompre? Est-ce que tout le monde est apte à travailler là-dessus? Et on se rend compte que, effectivement, sur toutes ces chaînes d'intervenants, les niveaux d'information des formations ne sont pas les mêmes. Et du coup, on a besoin vraiment de faire un grand upgrade, un grand pas en avant vers la formation de tous les professionnels, sans exception, dans la mise en place du BIM à leur échelle, avec la compréhension de leurs besoins, et pas s'est formé tout azimut sur tous les sujets, c'est pas nécessaire, mais il y a une formation pour chacun des besoins qu'on a pour la mise en place du BIM. Et aujourd'hui, vraiment, ces normes peuvent nous aider du coup à trouver aussi ces filons dans ces besoins de formation, d'information qui nous manquent, parce que parfois, pour le comprendre, on le verra, il faut quand même connaître les contextes du BIM dans lesquels on évolue. Donc du coup, vous verrez, avec le moniteur, vous pourrez avoir accès à différents types de formations. Je vous en ai mis ici quelques-unes à l'écran, dont justement la formation sur ces normes, dans lesquelles ensemble on verra aussi d'autres sujets que je n'ai pas cités ici, sur les IDM, donc sur toute la partie du fonctionnement du travail avec la géométrie et les informations qui se trouvent à l'intérieur des maquettes, avec aussi le panorama de comment est-ce qu'on peut passer de géométrie, information à information nécessaire qui nous permet de développer le projet. Donc, c'est ce qui traite les IDM. Et du coup, de comment est-ce qu'on peut appliquer de façon pratique tout ça à un projet à différentes échelles, et comment est-ce qu'on peut échanger avec des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage autour de la table pour comprendre ce fonctionnement, pour comprendre comment est-ce que ces normes peuvent nous aider. Je vous ai affiché aussi d'autres formations nouvelles qui ont été créées sur la coordination BIM, sur le BIM coordinateur et sur le BIM modéleur. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez cliquer sur les liens. Et puis, je vous laisserai cette présentation pour que vous puissiez la télécharger après cet échange. Et une autre chose qui est très importante dans ces formations, c'est que pour qu'elles fonctionnent bien, on a besoin de votre expérience. Donc, ces formations, elles ne sont pas créées et développées autour de la norme, par exemple, juste pour vous dire voilà ce qu'elle contient et puis c'est fini. Non, on est là également pour pouvoir en faire en sorte que ces formations s'appliquent à votre quotidien et qu'on puisse échanger sur la réalité de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est un premier pas. Vous avez vu, en 2020, il y aura probablement, j'espère, la version 3 et la 5 qui sortiront sur les autres sujets. Et puis, il y aura sûrement d'autres éléments qui seront développés par la France, notamment. Et bien, il faut être capable, d'ici là, pour vous, pour tous les professionnels, d'intégrer à l'intérieur du travail que vous faites au quotidien toutes ces informations pour mieux travailler en BIM et arrêter d'avoir un peu cette sensation d'être mis de côté parce que c'est pas adapté, parce que ça parle pas exactement mon langage, parce que j'arrive pas à m'intégrer à l'intérieur. Donc moi, j'ai fini de vous présenter ce que j'avais à vous montrer. Du coup, je vais regarder un peu avec vous sur la partie des questions, vos questionnements. Donc vous me laissez juste un instant parce qu'il faut que je trouve ce que vous avez écrit et que je puisse le lire. Alors, je vais remonter au départ. Alors, on a une question qui dit en attendant les normes NF en ISO 29483 qui définit les vues de modèles 3D BIM,
qu'on est aujourd'hui. Ok. Alors aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on se retrouve sur tout ce qui est visualisation 3D, objets 3D, informations qui concernent la construction des objets dans la maquette, avec autant de problèmes qu'on en avait sur les langages, sur la façon de travailler ensemble. On n'a pas aujourd'hui trouvé dans l'objet 3D une seule définition et un seul accord entre tous les intervenants. Dans les cas d'une autre formation qui est donnée, on fait cet exercice. On se retrouve effectivement aujourd'hui, par exemple, pour décrire un objet face à la terminologie américaine, la terminologie anglaise, un travail qui avait été fait par Syntec avec les cahiers techniques du moniteur sur la façon dans laquelle on organise les objets. Et on se retrouve également sur certains appels d'offres publics avec une identification des objets selon leur granulométrie d'information en peu renseigné, très renseigné et quasiment identique à la réalité. Ça donne quoi? Ça donne 4 langages, dont aucun est normé pour la France, dans lesquels vos BIM managers doivent, à chaque fois qu'il y a un projet, jongler entre une vision et une autre, voire parfois réécrire pour chacun des objets 3D qu'est-ce qu'on s'attend à l'intérieur d'une maquette, comment est-ce qu'on veut la visualiser, comment est-ce qu'on veut du coup la partager. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans la réalité des faits, c'est les BIM managers qui font ces travaux projet par projet. Ce qui donne beaucoup de temps de travail à dépenser, déjà, faut le savoir. Ça donne également un langage qui est propre au projet, parfois propre au maître d'ouvrage. Ça, c'est le meilleur des cas. Si un maître d'ouvrage reproduit à chaque fois ses propres langages objet par objet, c'est déjà un bon avantage. Mais ça nous fait perdre un peu de temps, puisque quand vous avez par contre plusieurs clients différents, vous êtes obligé de sauter d'une façon à une autre de travailler. Et ça, c'est vraiment peu pratique. Donc, on attend également cette organisation pour justement nettoyer également cette partie de travail et avoir un peu tous le même langage, avec vraiment cette identification de ce qui est nécessaire par phase d'avancement de projet et par but. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on ne fait pas des maquettes pour faire de la jolie 3D, mais on le fait dans le but de pouvoir utiliser les éléments de la maquette pour l'exploiter derrière dans toutes les phases du projet, et que pour la plupart des intervenants, ce soit vraiment un avantage d'avoir ces maquettes renseignées. Alors, je vais regarder pour d'autres questions. Certains maîtres d'ouvrage demandent un format natif Revit et non IFC. C'est un peu le contraire à l'IFC. Étant donné que la data prend de plus en plus d'importance, comment traiter ce sujet dans les ISO? Alors, aujourd'hui, dans les ISO, les premières, là, on ne voit pas le sujet de la data mis en avant en tant qu'elle. On ne parle pas purement de data et de tout ce que cela nous oblige à faire. Alors, le sujet de la data, pour vous les contextualiser, aujourd'hui, on entend beaucoup parler. On parle de big data. Qu'est-ce que c'est la big data? C'est la quantité d'informations qui gravitent autour de nous, qu'on crée à chaque instant de la vie d'un projet, comme à chaque instant de la vie qu'on vit aujourd'hui, parce qu'en ces moments même, on est tous en train de créer de la data autour de ces webinaires. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand on ne sait pas quoi en faire, et quand on a toute cette data qui est un peu éparpillée autour de nous, on parle de big data, puisqu'on se retrouve dans ces chaos d'informations qui sont très intéressantes, mais qu'on doit recentraliser. Et ces informations, il faut les canaliser pour qu'on puisse déjà tous y accéder, d'où l'importance d'un langage commun. L'IFC, on est une première grande réponse à cette recherche. Et surtout, on doit les comprendre, on doit pouvoir les organiser, on doit pouvoir les partager. Les sujets tels quels, je vous en parle là, il n'est pas traité dans l'ISO pour l'instant. Mais lors des formations, par exemple, on le traitera, puisqu'on traitera, comme je vous disais, des IDM, et donc on ira parler de la partie également des objets, de la 3D, et de comment on intègre ces données par phase dans le projet, pour qu'on puisse appliquer à la fois ce qui dit les ISO, mais à la fois également ce qui est le besoin des connaissances de la data dans un projet. Voilà. On a le temps pour une autre question. Alors, je vais sur une autre question. Un guide d'application serait-il bienvenu? Effectivement. Alors, un guide d'application de la 19650 serait-il bienvenu? Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit au départ, ça dit bien de normes ISO. Donc, il faut connaître les sujets pour comprendre ces normes. Les normes ISO, ce n'est pas votre manuel du BIM. Il faut s'informer et comprendre ce que c'est le BIM, et à partir de là,
ces normes sont là pour vous aider. On ne fait pas le pas à l'inverse. Ça demande quand même un minimum de compréhension du panorama, pas forcément d'application, mais quand on fait référence à différentes méthodes et terminologies, il faut pouvoir vraiment faire référence à des sujets de réalité en BIM. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on ne s'invente pas une norme si on n'a pas travaillé dans le sujet, ce qu'ont fait tous les collègues qui ont vraiment travaillé sur ces sujets-là. Mais c'est surtout, cette norme, elle s'applique à différentes phases des projets. Donc, en plus de connaître les BIM, il faut bien comprendre dans quelle phase on veut l'appliquer. Et du coup, quelle est la phase qui correspond à ce qu'on est en train de regarder. Et avoir, pourquoi pas, aussi un esprit critique, parce que comme je vous disais, tout n'est pas écrit dans cette norme, et il y a encore toute la partie contractuelle qui doit évoluer avec cette norme. Pourquoi ça? Parce que dès que vous êtes sur un projet, vous avez autant de spécificités contractuelles que des types de projets. Et donc, cette norme, elle doit trouver sa place là-dedans, mais ça ne sera pas l'inverse. Vos spécificités contractuelles resteront quand même très importantes. Donc, effectivement, il faudrait un guide pour lire ça, mais d'abord, comprenez les projets, comprenez ses besoins, comprenez ce que c'est le BIM. Et là, ces normes viendront vraiment vous aider à passer au-delà de toutes les problématiques que vous avez connues aujourd'hui sur la mise en place, notamment sur les langages et sur la méthode, sur les premières méthodes de travail. Donc, je vais voir une autre question. Alors, est-ce que la norme ISO comprendra aussi des connexions avec PPBIM? Alors ça, moi je ne suis pas magicienne pour répondre à cette question. Par contre, donc je ne sais pas ce qui sera fait là-dessus. Par contre, de tout ce que je vois du travail qui en est fait, qui est fait autour également de cette norme, dans les évolutions futures, on va quand même compléter. Aujourd'hui, dans l'ISO 19650, la partie 1, on a le langage. Dans la 2, on a la méthodologie. Avec tout ça, on n'a pas fini de faire le BIM. Donc, les parties qui viennent compléter et également tout ce qui va autour avec la partie sur la 3D, sur les objets, sur le fonctionnement des objets dans une maquette et sur l'usage de la maquette par la suite, donc ce qui sera normalement de la partie 3 et 5, feront un ensemble. C'est de cet ensemble-là qu'on aura besoin pour avoir la vision globale de tous les éléments qui nous servent pour faire ces passages au BIM. Et en plus de ça, ils s'ajouteront probablement tout ce qui est panorama normatif spécifique à la France, puisque ça aussi rentrera en jeu, aux objets, à l'application des objets, aux matériaux, à la façon dans laquelle, dans les projets publics, on demandera d'appliquer le BIM, puisque c'est ça qu'on tend pour 2022. Donc la norme, elle est là, la norme européenne, elle existe. On peut aujourd'hui la prendre, la rendre contractuelle dans les contrats français. Et puis la France devra faire un pas en plus pour pouvoir, à mon avis, décrire ce qui est attendu par les maîtrises d'ouvrage publics dans les projets, à toute étape du projet, pour qu'on puisse vraiment avoir une uniformisation et une normalisation dans tous les projets sans qu'il y ait incompréhension du travail qui est fait en BIM par les différents intervenants aux différentes phases. J'espère que ça répond à l'interrogation. Et je regarde juste si il y a d'autres questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais télécharger du coup cette présentation que vous aurez à disposition, du coup, que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs. Et comme je vous disais au début de ces webinaires, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à poser vos questions. On vous enverra des réponses par mail, on prendra le temps. Et vous pouvez également le faire à l'intérieur du questionnaire qui vous sera envoyé juste après le webinaire. Vous aurez un questionnaire, vous pourrez également à l'intérieur poser vos questions. Donc voilà. Vous verrez, pour télécharger, vous pourrez regarder, ça se trouvera normalement à la droite sur vos écrans, vous pourrez le télécharger et l'avoir sur vos ordinateurs, le PowerPoint que je vous ai montré. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère avoir l'occasion de vous revoir dans les formations. Et pour ceux qui seront au BeWorld, bon BeWorld à tout le monde demain et après-demain. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous.